Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, c'est un épisode consacré à Teddy, notre serial voyageur, qui se lance dans un tour du monde au long cours après de nombreux voyages dans les différentes parties de la planète. Je vous laisse avec Teddy, très bonne écoute. Eh bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Loin de chez soi consacré à Teddy. Et en plus, si je me trompe pas, aujourd'hui, on a une deuxième partie de l'épisode sur le Guatemala. Salut Teddy. Salut Fred, salut tout le monde. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, on continue avec le Guatemala. Qui a priori était assez riche puisqu'on a déjà enregistré un premier épisode et puis là il y a ce deuxième épisode qui se profile. Raconte-nous, je pense si je me trompe pas, on s'était arrêté dans des piscines naturelles, les grottes et tout ça. C'est ça, Ouais. c'est exactement ça. On s'est arrêté donc à la petite ville de Lanquín qui est connectée avec les piscines naturelles. Donc après cette épreuve donc riche on va dire en émotions et on va dire en activité en tout cas un peu extrême avec l'épreuve qu'il y a eu dans les grottes. Donc suite à ça, je suis parti à la ville d'Antigua, donc qui est à peu près à 8 heures de bus de Lanquín. Surtout, comme j'avais dit en fait dans l'épisode présent, là au Guatemala, les transports pour les longs trajets, c'est pas comme au Mexique où tu as les longs bus de voyage, ou comme nous on pourrait avoir en Europe. Là, c'est plus voilà, soit en fait tu as des bus locaux qu'ils appellent ça les chicken bus et qui partent de village en village et là tu peux mettre le double voire le triple en temps, ou du coup en fait c'est des petits on va dire vans entre guillemets privés pour les surtout les touristes en fait qui utilisent ça parce que c'est bien plus cher. Par rapport au prix que peuvent mettre les locaux. Donc, on va dire, c'est pas non plus tout le confort. Hein. Au contraire, vu que tu es dans un petit van un peu l'un sur l'autre, c'est juste que c'est un trajet direct, en fait. C'est ça la différence. Donc tu as fait 8 heures dans un trajet comme ça, dans un van qui, je suppose, en plus avec une chaleur autour. Bah, c'est ça, parce qu'en plus, généralement, ils veulent pas que tu ouvres la fenêtre, donc parce qu'il y a la clim, sauf que la clim, elle marche à moitié. Si tu es dans le fond, tu sens pas la clim, donc un peu étouffant. Puis ouais, t'es collés les uns aux autres, mais bon, tu rencontres d'autres étrangers. Donc, le trajet, on va dire, voilà, tu discutes, échanges sur des choses. Bon, t'écoutes un peu de musique, tu essaies de passer le temps. Et si t'as pas de chance et que tu rentres trop de personnes, ben, t'as pas un appui-tête, quoi. Donc, tu peux pas trop dormir. Mais bon, ça fait partie du fun, on va dire, au Guatemala. Donc, direction la ville d'Antigua. Donc, on m'en avait beaucoup parlé de cette ville, en fait. Tout le monde me disait que c'est la ville la plus jolie du Guatemala. Donc, c'est une ville, en fait, si tu veux, coloniale aussi, dans l'esprit. Donc, route en pavé, les maisons colorées. Donc, pas de construction en hauteur, en fait. Donc, tout un peu... Le village un peu plat, des maisons assez basses et toutes colorées, enfin vraiment beaucoup de charme avec ces routes de pavés et qui est en fait dominé à côté par un volcan. Enfin, il y a d'ailleurs plusieurs volcans autour. Donc, le but en allant là-bas, c'était bien sûr de visiter la ville, de juste profiter des rues comme ça, en fait, un peu pittoresque. Tu marches, tu profites des couleurs et aussi toujours dans l'esprit au Guatemala, donc avec pas mal de personnes, enfin surtout les femmes qui ont le costume traditionnel, donc ça rajoute en plus, un charme un peu, en fait, on se croit encore dans des années un peu passées, en fait, donc c'est toujours agréable. Et aussi, le but, c'était aussi de partir faire l'ascension d'un volcan. Honnêtement, j'étais pas sûr de le faire parce qu'en Amérique centrale, il y a énormément de volcans, donc je savais, sans avoir trop d'infos, je savais pas lequel je ferais. En fait, plus j'avançais au Guatemala, plus on me disait celui-là, il faut que tu le fasses à tout prix. En fait, c'est l'ascension du volcan, alors que je ne dise plus de bêtises, du volcan Acatenango, qui est à côté du volcan del Fuego. Et le volcan del Fuego, en fait, c'est le volcan le plus actif d'Amérique centrale, un des plus actifs au monde. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a on le voit, en fait, on voit des sorties de fumée, en fait, à peu près tous les 15 minutes. C'est très, très actif même alors. Oui, c'est un des plus actifs au monde. Puis Amérique centrale, c'est une terre de volcans et c'est le plus actif déjà d'Amérique centrale. Donc, rien que ça, déjà, oui. Mais après, j'avais déjà vu des volcans, j'étais déjà là à un volcan actif au Chili, si les personnes se souviennent dans un épisode précédent.
au Mexique aussi. Mais là, voilà, là, du coup, on m'a dit, celui-là, vraiment, il faut que tu le fasses. C'est une expérience unique. Donc, je me suis dit, bon, ben, très bien. Donc, je profite d'être 2, 3 jours à Antigua pour me dire, on va faire l'ascension. Donc, j'ai commencé à prendre des infos. Donc, on m'a dit qu'il faisait froid en haut. Donc, voilà, on se prépare. Donc, là, je suis. Alors, par contre, c'est avec un guide. Enfin, a priori, c'est obligatoire de faire l'ascension avec un guide. Donc, soit un guide privé ou alors un tour organisé. Donc, je me suis pas aventuré à y aller moi-même. Donc, j'ai payé donc un tour organisé. En fait, tu passes une nuit sur le volcan. Donc, tu fais l'ascension du volcan Catanengo, donc qui est juste à côté du volcan del Fuego. Et donc, tu pars pour à peu près 4 heures d'ascension sur le volcan Catanengo et tu arrives à un campement, donc où tout est déjà en place, tout est organisé et tu passes la nuit là-bas. Et le but, c'est le lendemain, enfin, avant le lever du soleil, de continuer donc jusqu'au sommet. Donc, il y a 1 heure et demie, on va dire, pour arriver au sommet et de voir le lever du soleil avec tous les volcans qu'il y a autour. Donc, je me suis dit, bon, ça peut être très intéressant. Donc, le jour J, donc, on part pour 4 heures d'ascension, sachant que j'étais pas encore, enfin, pas vraiment en forme, en fait, toujours avec le Covid que j'avais eu peu de temps avant. Donc, là, c'était vraiment le premier test, on va dire, physique, et voir ce que ça donnerait. Oh bah, j'ai souffert. J'ai un peu souffert. C'est marrant, le suspense n'était pas très marqué. On sentait que ça allait Non, arriver. non, bah surtout que ça me fait pas peur en général d'aller faire des randonnées, de faire un peu d'ascension. Et là, le début était assez raide et puis c'est un peu poussiéreux, tu sais, c'est de la poudre un peu volcanique, donc ça te fatigue un peu. Et bon, le début, c'était la partie, on va dire, un peu, on va dire, compliquée de la journée, parce que c'est là où ça monte vraiment direct. Après, c'est un peu plus plat, on va dire. Toujours en montée, mais un peu plus plat. Donc après, ça a été, une fois que j'ai pris le rythme, ça a été, mais aussi, ouais, j'ai un peu souffert. Et là, je me suis dit, ouais, c'est là que je vois que j'étais pas encore remis du tout à 100%. Et conditions climatiques en plus pas terribles. Donc plus on monte, et en fait, moins on voyait enfin, c'était tout brumeux. Donc là, on s'est dit, bon, pas cool, parce que si ça reste brumeux comme ça, on verra pas l'autre volcan. Et le but, en fait, le campement est face au volcan. Donc on s'est dit, bon, pas cool. On monte avec un guide, alors un guide incroyable qui avait entre 50 et 55 ans. Ça fait 42 ans qu'il fait l'ascension du volcan tous les jours. Ouais. Donc, ça permet d'entendre des anecdotes incroyables. Et en fait, il t'explique qu'il a commencé à être guide sur ce volcan à 11 ans, en fait, à peu près. Donc, tu te dis, bon, suivre un enfant de 11 ans à l'époque, faut le vouloir, tu vois. Surtout qu'il t'explique qu'à l'époque, il n'y avait pas ce chemin qui était enfin, vraiment délimité comme là maintenant. Donc, tu fais confiance à un enfant de 11 ans pour aller en haut d'un volcan, c'est particulier, mais bon. Donc, mais c'est assez intéressant et lui, tu vois qu'il est dans une condition incroyable. Enfin, il est même en jean, donc faire l'ascension pour moi en jeans, c'est impensable. Tu vois, t'as envie d'être dans un vêtement un peu ample, un peu souple, enfin, et d'être à l'aise. Et lui, il est en jean avec un sac bien chargé. Et toi, on te dit de venir avec rien en fait, parce que il y a le repas qui est inclus là-bas, donc on te dit de prendre juste un peu de snack et des vêtements de rechange, mais pas de poids et la tente, tout était déjà sur place, donc tu viens avec rien et tu vois le guide qui est chargé totalement, donc ça fait un peu mal au cœur, mais il transpire pas, il s'essouffle pas, rien du tout, donc bon. Donc tu te rends compte qu'en fait, toi, c'est un peu humiliant, limite, tu te dis t'es tout jeune à côté et non, tu souffres bien. Donc une ascension vraiment chouette avec un bon groupe de personnes, une très belle ambiance, et donc juste les conditions climatiques sont pas incroyables, on a eu de la pluie et de la brume tout le long. Donc on arrive au campement où là, il y avait énormément de vent et on voyait rien, c'était que de la brume, donc là, les morales un peu minées parce que tu dis, enfin, t'as la jouissance d'arriver en haut, donc t'es content et en même temps, tu te dis, bon, bah, on est venu là pour avoir une vue et là, on voit rien, quoi. Et par contre, au bout de 5 minutes, là, on entend un gros grondement. Donc, et là, on dit, waouh, là, c'est impressionnant. Parce qu'on s'imagine qu'il y a le volcan, en fait, qui est juste en face. On le voit pas, mais par contre, le bruit que ça fait, là, on se dit, c'est vraiment impressionnant. On se rend compte qu'on n'est pas loin et on entend un bruit comme ça tous les 15 minutes. Et c'est quoi comme type de bruit? Ça fait plutôt une explosion? C'est plutôt, tu sens le tremblement avec en même temps? Le tremblement, non, on le sent pas, mais ça fait, oui, une sorte d'explosion un peu lointaine. Et en plus, là, il y avait du vent qui allait dans le sens qui allait dans le sens opposé. Donc, le bruit venait pas vers nous en plus. Donc, on s'est dit, c'est vraiment impressionnant. Et là, en fait, les deux guides, donc, qui étaient avec nous, ils nous ont dit, écoutez, si vous voulez
vous abriter dans votre tente, ce qui il faisait vraiment assez froid et avec le vent, donc ça aidait pas et on voyait rien. Donc ils ont dit, écoutez, allez dans vos tentes, vous reposer. Si vous voulez faire une sieste, nous on va aller chercher du bois et pour faire un petit feu et comme ça, après si le vent si le vent se calme, les nuages vont disparaître et on pourra voir le volcan. Et là, en fait, avant qu'il nous dise ça, on entrevoit en fait le volcan et là on se dit ah oui, on est vraiment pas loin et puis il est monstrueux en fait. Mais il disparaît aussi vite et du coup bon, tout le monde part dans une tente. Donc c'est une grosse tente commune. Il y avait 2 grosses tentes, donc on était une dizaine dans chaque tente. Et c'est marrant en fait, la coïncidence a fait qu'il y avait une tente avec tous les étrangers et une tente avec que des locaux. Et moi j'ai atterri dans la tente avec les locaux qui eux étaient venus avec quelques bouteilles pour boire un coup, tout ça. Donc c'était cool. Tu t'es ennuyé, quoi. C'était pas cool. Oui, je me suis vraiment ennuyé. Donc, en fait, au lieu de dormir, j'étais déjà en train, hop, une tequila. Enfin, bon, je me suis dit, ok, c'est cool. Et tout le monde commençait à dormir et moi, je trouve pas sommeil. Donc, je me suis dit, bon, je vais sortir. Et au bout d'une heure, et là, je vois qu'ils étaient en train d'allumer le feu, les 2 guides. Donc, je me suis dit, bon, on va rester à côté du feu, je serai bien là. Et petit à petit, le volcan se découvre un peu, mais ça reste encore très couvert. Donc, tout le monde ressort des tentes. On entrevoit le volcan toutes les 10 minutes, mais c'est pas au moment où il y a une éruption. Les visages un peu tristes, un peu déçus. Donc là, l'ambiance un peu froide, on va dire, parce que forcément, tu es fatigué de ta journée et t'as pas la récompense. Donc, à part le bruit, on voyait pas grand-chose. On voyait juste on entrevoyait un peu de fumée par moment. Donc là, il commence à faire nuit, à faire plus froid. La température était baissée à 3 degrés. Il me dit en ressenti, on était inférieur à 3 degrés, avec le vent forcément. Donc, tu t'abrites un peu comme tu veux avec le vent. Enfin, c'est un peu compliqué. Tout le monde est un peu blotti les uns contre les autres autour du feu. Et tout le monde, après avoir mangé, en fait, repart se coucher parce qu'il se dit ça sert à rien de veiller, et de pas voir le volcan. Donc il y a juste 4 plus téméraires qui sont rentrés, donc moi forcément compris. Et le guide qui reste avec nous et qui nous dit attendez jusqu'à 10h au soir. Là, tu veux dire que t'es resté en fait, c'est ça, t'es resté autour du feu. Ah, je suis resté autour du feu, oui. Moi, je me suis monté jusqu'ici. S'il faut attendre jusqu'à minuit pour voir le volcan, surtout que la nuit, en fait, c'est plus impressionnant parce que là, on voit la lave, en fait. On voit les éruptions de lave. Et le guide m'a dit, après 10 heures, ça va se dégager un peu. Donc, en fait, c'est juste que avec le froid, les gens, ils voulaient pas rester, quoi. Donc, ils sont repartis. Surtout, ils savaient pas si ça allait se découvrir. Donc, je suis resté avec un groupe de 3 personnes jusqu'à minuit à peu près. Donc là, c'était vraiment chouette parce qu'en fait, le ciel s'est découvert et là, on voyait en fait des éruptions, donc de lave toutes les 15 minutes avec le bruit qui va avec. Et là, c'était vraiment impressionnant parce qu'on est face à un volcan, on voit la lave qui coule, donc on en prend plein les yeux. Donc là, en fait, on oublie le froid, on est juste debout en train de se réchauffer les mains autour du feu et on regarde, on essaye de prendre des photos au moment où il y a une éruption. Et le guide, en plus, qui reste avec nous et qui nous raconte des anecdotes incroyables. Certaines tristes forcément et certaines qui nous surprennent et on est halluciné par le merveilleux de l'endroit et les histoires du guide en même temps. T'as un petit bout d'une anecdote ou un truc qui plutôt sympa, on va essayer de pas se... Alors plutôt sympa et pour rester dans l'esprit un peu fou du Guatemala, c'est-à-dire qu'en fait nous on voyait, de où on voyait quelques lumières bouger sur le volcan qui était actif. On voyait des lumières dans le bas du volcan. Donc, on imaginait que c'était des gens qui étaient qui marchaient dans le coin là-bas. Parce qu'en fait, j'avais eu la rumeur où certains guides proposaient au groupe de s'aventurer sur l'autre volcan. Donc, je lui ai demandé tout simplement, et je lui ai dit, ces gens qu'on voit là-bas, je dis, c'est des gens qu'on voit au loin? Il me dit, oui, c'est bien des gens. Et il me dit, selon les conditions climatiques, il me dit parfois, alors qu'ils n'ont pas le droit, hein, mais il propose à certaines personnes, aux volontaires, s'ils veulent aller sur le volcan actif pour sentir le tremblement et se rapprocher au plus proche de la lave. Et du coup, je lui demande si lui le fait. Il me dit, ah oui, il y a que quelques guides qui le font et qui connaissent parfaitement le volcan là-bas. Et en fait, il m'explique qu'il y a un endroit où lui qui connaît sur le volcan où il y a une grosse pierre, vraiment immense, et ils se mettent à l'abri contre la pierre. Et en fait, tu as des éruptions qui passent au-dessus de la pierre. Voilà. Donc, il me raconte ça. Je lui dis, mais ils sont totalement fous. Ils sont totalement fous. Oui, parce que je pense qu'il faut rappeler juste aux gens, parce que peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, mais de la lave en fusion, s'il y a un petit bout qui te touche, c'est bon, quoi. Ah, ben ça brûle, quoi. Oui, très fort. J'ai pas envie d'essayer, mais oui, tu vois. Donc, et il me raconte en même temps qu'il y a un autre volcan qui est pas très loin. Parce que, à savoir qu'Antigua, c'est pas loin de la capitale, en fait.
du Guatemala. Ça doit être à 1h30, 2 heures, je pense, quelque chose comme ça. Et il y a un autre volcan qui est dans les environs aussi, et un volcan qui est actif, mais qui n'a pas des grosses éruptions. Il y a de la lave qui coule, mais sans grandes éruptions. Et là, en fait, c'est un volcan qui est accessible, et les gens y vont avec des guides. Et en fait, tu as des guides qui s'amusent à faire cuire des pizzas sur la lave, des choses comme ça. Non, mais mon Dieu. Oui, mais c'est le Guatemala, c'est la beauté du Guatemala. Donc voilà, donc c'était pour la petite anecdote, il nous racontait ça. Et là, il nous disait qu'avec les conditions climatiques, en fait, là c'est très dangereux en fait parce qu'il y a de la brume, il y a du vent, donc c'est un peu imprévisible. Donc il fait non, là, c'est hors de question de faire ça. Honnêtement, si les conditions climatiques étaient bonnes et il m'aurait proposé, j'aurais eu du mal à refuser. Le goût toujours du plus d'aventure, j'aurais eu du mal à refuser. C'est Après, bizarre, c'est étonnant venant de ta part. Je sais pas pourquoi. Moi, j'aurais dit que tu n'aurais pas été, tu serais resté bien au chaud. Non, mon Dieu. Normal. Euh, mais déjà, j'avais du mal à aller me coucher, en fait. J'étais juste émerveillé par le volcan. Alors, sachant qu'on devait se lever à 4 heures au matin. À 4 heures et au matin, 5 heures, 5 heures, le dernier délai, pour aller voir le lever du soleil. Sauf qu'il nous avait dit que vu les conditions climatiques, si ça reste avec ce vent-là, en fait, qui était très fort, on ne pourra pas faire l'ascension parce que la dernière partie de l'ascension est plus dangereuse. C'est-à-dire que c'est un peu plus raide. On est un peu sur Là, on va être que sur de la poudre un peu volcanique et donc ça glisse. Et si on voit rien avec le vent, on peut tomber dans le contrebas et tomber sur plusieurs centaines de mètres, donc pas l'idéal. Donc il nous a dit ceux qui veulent se réveiller et voir si c'est possible, n'hésitez pas. Sinon, je réveillerai tout le monde, on verra. Donc moi, j'avais mis mon réveil, hein, j'étais au taquet, je voulais. Donc j'avais très peu dormi avec le froid en plus quand même qui se ressentait. Et là, quand je sors de la tente au matin, il n'y a personne, il n'y a que le guide qui était là et il me dit, bon, ça a l'air de se calmer, donc on va voir. Il y a des gens déjà qui sont déjà en train de faire l'ascension, parce qu'il y a d'autres groupes qui sont venus aussi. Donc là, les plus téméraires se lèvent pour aller faire la dernière partie d'ascension. Très compliqué dans le sens où tu as peu dormi, il fait froid. Donc là, ton corps, il a froid et c'est l'ascension un peu plus dure, donc tu es fatigué. Et en même temps, tu es poussé par le lever du soleil petit à petit. Et là, tu vois qu'il y a d'autres volcans aux alentours, en fait. Et on arrive au sommet, et là, c'est magnifique parce que la vue est totalement dégagée. Donc, on voit le volcan del Fuego, on voit un autre volcan dont j'ai plus le nom, qui est aussi magnifique avec les lumières du lever du soleil. Donc, c'est incroyable. Et de l'autre côté, on voit d'autres volcans au loin avec un grand lac qui sera ma prochaine étape, justement. Donc, ça valait le coup. Là, on prend des photos là, on voit les éruptions. Donc là, on voit plus la lave, mais on voit des gros nuages de fumée au-dessus du volcan. Donc, c'est impressionnant en fait de voir ça d'aussi proche, d'entendre le bruit. Enfin, si on est émerveillé quoi par l'endroit et après donc il faut redescendre. Donc là, on redescend comme des enfants. En fait, là, il dit, vous pouvez courir, vous laissez porter en fait sur la poudre. Donc, on court comme des fous, fait des courses. Et tu cours face à un volcan. En fait, donc t'as l'impression t'es comme un enfant qui, on dirait, qui court, qui dévale une montagne et tu vois juste un volcan en face de toi. Donc, c'est incroyable. Donc voilà. Donc, et la descente se fait, j'allais dire en douceur, mais non, parce que le guide était totalement fou. Enfin, 55 ans et il court comme un fou. Donc là, je me dis, mais il n'a pas les mêmes genoux que nous, c'est pas possible, avec son sac chargé. Mais nous, portés par... Ah oui, les cuisses aussi, oui. Mais portés par l'émotion, donc tout le monde se dit, bon, si lui court, nous on court. Donc tout le groupe court autour de lui comme des fous, jusqu'en bas, en fait. On a refait toute la descente comme ça jusqu'en bas. Et en fait, je me suis dit, le lendemain, je vais le payer sur les gens. Mais expérience incroyable. Donc, après le volcan, donc retour Antigua pour passer la nuit au chaud, prendre une bonne douche chaude. Et se reposer. Et là, le lendemain, j'ai eu les pires courbatures de ma vie, forcément. Parce que la descente en courant comme ça, les genoux, non, ils n'ont pas été d'accord, les cuisses non plus. Donc. Mais c'était sans hésiter, une de mes plus belles expériences dans tous mes voyages. C'était vraiment unique. Dieu sait unique. que dans ta bouche, ça veut dire quelque chose parce que autant si moi je dis ça, j'ai pas voyagé beaucoup, mais autant toi qui as énormément voyagé, dire ça, c'est aussi inciter les uns et les autres qui veulent aller en Amérique centrale de se dire c'est peut-être un incontournable entre guillemets. Franchement, oui. Enfin, après, pour en avoir parlé avec plein de voyageurs qui ont fait d'autres volcans, celui-là, oui, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose parce que il y a une ascension, donc il y a le côté un peu défi physique. Même c'est pas la plus dure des ascensions que j'ai fait, mais c'était assez costaud quand même. Et tu arrives à un sommet
où tu vois un volcan face à toi qui en éruption toute la nuit, toute la journée, et juste la nuit, voir la lave avec un ciel étoilé derrière. C'est sublime, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment une chouette expérience. Et le lever du soleil avec tous les volcans autour, ouais, c'est incroyable. Bah, merci de nous le partager déjà et je suppose que tu auras des photos et qu'on les partagera sur les Oui, différentes pages loin de chez soi, sur Insta et sur Facebook notamment. tout à fait, tout à fait. Top, top. Et il s'est passé quoi après ces courbatures, le temps que tu les digères, entre guillemets? Alors après, j'ai pris la direction du lac Atitlan, donc qui est réputé pour être un des plus beaux lacs au monde. Alors tout simplement parce qu'il est entouré en fait aussi de volcans, donc il y a plusieurs volcans qui dominent, et aussi c'est un lac donc sur le bord du lac il y a plusieurs villages. Donc, avec vraiment des cultures mayas très présentes. Donc, juste autour du lac, dans les villages autour du lac, il y a 3 langues mayas parlées. Sans sachant qu'il y a un peu plus d'une vingtaine de langues mayas parlées encore actuellement au Guatemala. Donc j'ai pris la direction du lac en suivant tout simplement tous les conseils qu'on m'a donnés et après ce que j'ai lu aussi sur les pages internet touristiques. Donc là, pour aller au lac, de Atitlan au lac, je crois que c'était 3 4 heures de route. Donc pour arriver à la ville principale du lac, qui est Panarachel. Donc c'est pas le plus beau village du lac, mais c'est le point, on va dire, de base en fait. Donc là, il y a plus de bars, de restaurants. C'est pas ce qui a plus de charme, mais voilà, c'était le point d'arrivée. Et aussi, en point de vue budget, par rapport aux autres villages du lac, pour tout ce qui est logement, c'est là où c'était un peu le moins cher, avec un autre village qui était au côté opposé. Donc, je suis resté 2 nuits et je me suis dit, pour aller faire visiter les petits villages, dans l'idée de base, c'était de faire un village au village et de dormir dans chaque village. Mais je me suis dit, ça va coûter trop cher, parce que quand je cherchais les logements dans les autres villages, c'était un peu plus cher. Donc, je me suis dit, autant rester à Panarachel. Et en fait, partir sur les autres villages, soit en bateau ou avec les collectivos, mais où, en fait, à l'arrière d'un pick-up debout ou assis s'il y a de la place et tu vas dans un autre village. Donc, j'ai commencé par Panarachel et la première journée, donc, je suis parti découvrir le village de San Juan de la Laguna, qui est réputé pour être un des plus beaux du lac. Et en fait, en même temps, ça coïncidait, alors je sais pas si tu te souviens, dans le parc, dans les ruines de Tikal, j'avais rencontré un couple qui m'avait dit qui venait du lac. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils ont un restaurant donc au village de San Juan de la Laguna. Donc, belle coïncidence. Donc, je me suis dit, je vais passer la journée là-bas et je vais aller leur rendre visite. Je les avais prévenus. Et en fait, eux, ils voulaient m'héberger à la base, sauf que le jour où j'arrivais, eux, ils partaient 2 jours en fait. Donc, ils m'ont dit, on peut te recevoir et t'offrir le petit déjeuner, mais par contre, tu pourras pas rester parce que nous, on s'en va en fait. Donc, j'ai dit, ok, pas de souci, ce sera cool de les revoir. Et en plus, ils ont un petit restaurant en fait dans une montée pour accéder à un point de vue. Donc ils ont un joli point de vue sur le village de San Juan de la Laguna avec une vue sur le lac et la montagne et le volcan en fait qui est à côté. Donc j'étais content j'ai revu qu'un des deux, mais j'étais très très content. Du coup, on a parlé, on a échangé, on a pris un peu plus le temps parce qu'on se connaissait pas du tout. En fait, on avait parlé peut-être 20 minutes dans les ruines et là, du coup, je suis resté 3 heures peut-être à discuter avec lui sur sa vie, sur comment vivre autour du lac, la culture maya. Donc, c'était vraiment un chouette échange avec un bon petit déjeuner, tout ça. Donc, vraiment, vraiment cool. Donc, c'est là où je me suis dit encore une rencontre improbable et toujours riche en échanges. Voilà, le partage de la culture, toujours dans ce que je recherche, en fait. Donc j'ai continué jusqu'à au point de vue. Après, pour avoir profité, j'ai profité d'appeler ma famille du point de vue, d'échanger un peu, de leur faire profiter un peu de l'endroit et visiter ensuite, du coup, le village de San Juan de Laguna, qui s'est terminé avec une partie de basket. Parce que souvent, je pense pas que j'en avais parlé, mais souvent, quand je passe par des endroits et que je vois des jeunes jouer soit au basket ou au football, j'essaie toujours de demander si je peux participer en fait pour justement passer un moment, peu importe dans la tenue je suis, parfois je vais être même en jean ou peu importe, c'est vraiment l'histoire de... Puis j'ai envie, c'est mes 2 sports préférés, donc j'ai envie de jouer aussi et puis de jouer avec des locaux, des jeunes locaux, je trouve ça génial toujours, parce que ça les surprend autant eux et en fait, les valeurs basiques du sport où on est juste dans le partage à un moment et rire, se défouler,
en fait, j'ai l'impression de revenir à ces valeurs, contrairement, enfin, pas rentrer dans ce débat-là, mais à la quantité d'argent qui peuvent détruire certains sports parfois, où là, en fait, c'est juste un moment basique, il y a un ballon et on se connaît pas. Parfois, eux, ils parlent pas anglais. Bon, moi, je parle espagnol, donc on peut échanger, mais je trouve ça génial. Et en fait, à San Juan de la Laguna, il y a un terrain de basket qui est en plus incroyable. En fait, c'est tout des graffitis autour, des peintures, parce qu'il y a beaucoup d'art de rue, comme j'avais déjà précisé en Amérique centrale. Et là, il y a des grandes peintures incroyables, des couleurs magnifiques. Et quand je suis passé par là et que j'ai vu des jeunes jouer, je me suis dit, bon, je suis obligé de jouer à cet endroit. Et du coup, ça s'est terminé un petit match, un 2 contre 2, et c'était génial. Et là, je leur demande à quelle heure est le dernier bateau pour repartir de l'autre côté du lac. On m'a dit, 5h30, et il était 5h. Donc, je me suis dit, bon, on va s'affoler un peu. Et le temps, pour retourner au bateau, je vois que le climat change un peu. Et du coup, je demande aux gens s'il va pleuvoir, s'il pleut fort dans cette région. Et on me dit, non, c'est une petite pluie. Je me suis dit, bon, très bien. Et je pars sur le bateau. Et là, en fait, il commence à pleuvoir, mais vraiment avec des vagues sur le lac. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce temps d'un coup? Et comme j'étais dans la première, parce que c'était vraiment des petits bateaux, et j'étais au premier rang, donc en fait, le capitaine du bateau, on va dire, il descend, enfin, il rabat une bâche, en fait, pour protéger les gens de la pluie. Et moi, comme j'étais au premier rang, je devais tenir la bâche, sauf que moi, je me prenais quand même toute la pluie. Et j'étais trempé, je voyais les gens derrière, bien protégés, donc pas cool. Et en fait, il y a une fille derrière qui me dit, écoute, viens t'asseoir à côté de moi, donc qui avait un peu pitié, je pense. Donc, quand je suis allé m'asseoir à côté d'elle, forcément, avec le vent, la bâche s'est un peu envolée, du coup, toute la pluie est rentrée. Et le capitaine du bateau nous dit, non, il faut que tu restes au premier rang. Et du coup, elle, par pitié, elle est venue s'asseoir à côté de moi pour m'aider. Et ça a mené une nouvelle rencontre. Donc, une fille très gentille, et en fait, qui m'expliquait, alors elle était de la capitale du Guatemala, et qui venait souvent le week-end au lac pour apprendre plus de la culture maya, parce qu'elle a le projet d'être guide touristique. Et donc, elle passe des journées dans des villages comme ça, et là, on commence à rire par la situation, parce qu'on était tous les deux trempés. Elle cherchait un hôtel, donc moi, je retourne à mon hôtel, je lui dis, écoute, tu vas pas commencer à chercher sous cette pluie, c'est une pluie torrentielle, quoi. La rue, elle commence un peu à s'inonder. Donc, je lui dis, écoute, on va rentrer en tuk-tuk, et mon hôtel est vide, donc ils recevront certainement une chambre pour toi, sauf qu'en fait, pas de chance, l'hôtel était rempli. Donc, je l'ai envoyé avec son tuk-tuk dans un autre hôtel, parce qu'elle n'avait pas Internet en plus sur elle, donc je l'ai un peu aidé. Et du coup, on a échangé notre contact. Elle a dit, écoute, si tu veux, demain, on passe la journée à visiter une autre ville, un autre village. Je dis, oui, très bien. Et du coup, le lendemain, on visite deux autres villages de l'île. Donc là, c'est deux autres villages où il y a pas d'activité touristique vraiment, et on voit les gens donc dans l'habit traditionnel, et même les hommes. Donc, et ce qui est plutôt rare au Guatemala, généralement c'est les femmes qui ont toujours l'habit traditionnel, les hommes pas du tout. Et là on voit encore ça, donc c'était vraiment vraiment chouette. Donc là on part par contre pas en bateau, on part à l'arrière d'un pick-up debout accroché à une barre. Donc toujours un peu d'aventure au Guatemala, c'est toujours cool, même sur ça je m'y habitue totalement, mais ça peut toujours surprendre quand on n'a pas l'habitude. Et donc on visite deux villages vraiment intéressants, magnifiques, toujours avec des couleurs. Il y avait un village bleu, donc avec des couleurs dominantes, donc vraiment super, et puis beaucoup de rire alors que je connaissais pas cette personne, et on rigole parce qu'en plus au fur et à mesure de mon voyage, comme j'avais les cheveux longs, donc il y a des locaux qui m'appelaient Jésus. donc du coup ça a amené plusieurs anecdotes rigolotes à chaque fois. Et du coup, je disais, voilà, les locaux m'appelaient Jésus. Alors, des femmes avec un habit traditionnel qui te crient Jésus, Jésus, c'est toujours assez surprenant. Et moi, je leur disais, voilà, vous pourrez en tout cas dire que Jésus est revenu dans votre village. J'ai entré dans la plaisanterie toujours avec eux, donc c'est toujours des échanges assez marrants. Et du coup, au final, je suis resté 2-3 jours au lac avec cette fille, du coup, à visiter en fait ensemble. Donc après Panarachel, on a décidé d'aller dormir dans un hôtel qui était de l'autre côté du lac, à San Pedro. Donc là, qui est plus touristique, avec plus de bars, tout ça, mais c'était histoire d'être connecté
aux autres villages, d'aller aux autres villages qui sont autour un peu plus facilement. Et elle est repartie du coup à la capitale et elle m'a dit, écoute, si tu veux visiter la capitale, ben, bienvenue chez moi. Mes parents seront ravis de te recevoir. J'ai dit, bah, écoute, c'est bon de le savoir parce que la capitale du Guatemala est réputée pour être très dangereuse. Et même elle me disait honnêtement, il y a très peu de touristes s'aventurent là-bas. Généralement, c'est via le contact des locaux parce que il y a quand même des touristes qui y vont, mais toujours avec beaucoup d'appréhension parce qu'en plus, c'est pas une ville qui est très touristique et qui a beaucoup de charme en soi. Donc, les touristes préfèrent aller à Antigua, qui est à 1 heure et demie à peu près de la capitale. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, oui, ce sera l'opportunité de voir la capitale. Je lui ai dit, pourquoi pas? Donc, moi, je suis resté une journée en plus au lac à toujours un peu parcourir les villages, des villages très différents, avec des langues mayas différentes. Donc, c'est intéressant de découvrir ça. Et la nourriture du lac aussi. Donc, il y a de la truite, il y a d'autres plats. Donc, très, très bon moment au lac parce que très riche culturellement et puis une nouvelle rencontre improbable. Des parties de basket, je suis retourné du coup jouer au basket au terrain là-bas. Donc, très, Rassure-moi, tu as très pris des bon. photos de ce terrain de basket? Oui, bien sûr, bien Ah, sûr, j'ai cool. pris une vidéo. Alors par contre, j'ai pas fait, parce qu'il y a plusieurs randonnées qui sont à faire autour du lac. Je les ai pas faites parce que je suis arrivé au lac très fatigué avec l'ascension du volcan, toujours pas remis du Covid, des douleurs aux jambes. Donc je me suis dit, voilà, faut à un moment, faut écouter son corps, on s'aventure pas. Bon, j'ai quand même beaucoup marché, forcément, mais je l'ai fait plutôt cool. Je me repose au lac, on visite tranquillement, donc voilà, plutôt cool. Et donc après le lac, donc ma dernière étape, c'était la capitale. Donc la capitale où du coup j'allais être accueilli par cette famille, donc via cette fille. Et le jour où je suis arrivé à la capitale. Alors le trajet déjà en fait du lac à la capitale. Donc il y a toujours ces petits bus privés. Sauf que là j'ai décidé de le faire en chicken bus. Donc, ce qu'ils appellent chicken bus, c'est, tu sais, c'est ces bus qu'on peut voir dans les vieux films américains, les bus school tout jeunes. En fait, c'est ces bus dans ce style-là, mais sauf qu'au Guatemala, en fait, c'est une grosse tradition de les colorer, de leur donner un nom. Donc, il y a des décorations, il y a de la musique qui va très fort. Ils modifient le moteur pour se croire dans un film de course de voiture. Donc, et ils ont la réputation justement pour être des trajets en fait très dangereux parce qu'en limite, il y a une bagarre entre les bus pour récupérer les gens en bord de route en fait. Donc, ils se font des queues de poisson. Enfin, c'est une aventure assez extrême, mais qu'il faut vivre au Guatemala. Je le conseille à tout le monde c'est vraiment à vivre. Moi, je pensais pas que c'était. Moi, je me suis aventuré avec ce bus-là. En plus, je devais changer 3 fois de bus. Sauf que même quand tu changes de bus, t'as l'impression de voler d'un bus à l'autre. T'as même pas le temps de descendre. T'es déjà dans l'autre bus. On te met une pression. Ça va très très vite. Tu comprends pas ce qui se passe. Et quand tu montes dans le bus, limite, il s'arrête pas, il roule tout doucement, donc tu montes avec ton sac en courant quasiment. Et quand tu descends, on t'éjecte du bus. Tu vois. Donc, en fait, pour les fans d'Harry Potter, j'ai l'impression que c'est le bus magique d'Harry Potter Ah oui, celui qui qui se... roule Ouais. qui roule à 1000 à l'heure. Tu comprends pas ce qui se passe, tu descends, tu montes, on t'éjecte. Donc c'est un peu ça. Mais c'est à vivre. C'est une aventure et même les locaux, en fait, ils ont plusieurs images de montage où en fait ils mettent les bus du Guatemala dans les films dans les films comme comment ils s'appellent, Fast and Furious, tout ça, où en fait ils rajoutent des images des bus comme ça, en fait, des chicken bus. Mais donc, expérience très intéressante. J'ai eu l'impression de voler du lac à la capitale, réellement. Et donc, j'arrive à la capitale où, elle me dit, donc cette fille me dit de pas descendre à cet arrêt-là parce que c'est très dangereux. Donc, du coup, tu arrives avec un peu d'appréhension. Donc, j'arrive à un arrêt où elle me dit de descendre. Enfin, on me dit d'être éjecté, plus précisément. Et elle vient me chercher. On va directement à sa maison où là, je rencontre, ils sont 2 frères et 3 sœurs qui vivent dans la maison avec les parents. Et je rencontre du coup son père dans un premier temps et ses frères et sœurs. Et en fait, ils me disent, ils m'expliquent en fait, parce que moi, j'étais surpris de voir comment il reçoit un étranger comme ça, enfin, c'était tout à fait normal. Et en fait, ils m'expliquent que c'est des religions très religieux. Et en fait, ils ont commencé par tout hasard à recevoir des étrangers via un Finlandais, en fait, une fois qui a été à l'église du quartier. Alors en plus, je sais pas comment il a atterri là, parce que c'est un quartier qui est pas touristique, c'est vraiment un quartier dans la banlieue du centre, tu vois, donc autour du centre, et qui allait dans l'église pour demander
refuge, entre guillemets, une famille, quoi. Ils voulaient être hébergés par des gens. Et eux, en fait, de bon cœur, ils ont dit oui, ben, viens à la maison. Et ça s'est très bien passé jusqu'à ce que ce Finlandais restait 1 an avec eux, en fait. 1 an, oui. Donc, il a été quasiment adopté, en fait, par eux. Il est rentré, hein, pour l'anecdote, il est rentré en Finlande parce que dans sa famille, il y avait des problèmes de santé. Du coup, il est rentré pour ça. Mais sinon, il a été accueilli comme un enfant, en fait. Donc, eux, bon, ils m'expliquaient que par rapport à la religion, pour eux, ils ne considèrent pas la maison étant comme leur maison, mais la maison de Dieu. Donc, pour eux, c'est normal d'accueillir toute personne qui a besoin. Donc, je trouvais ça mignon, touchant, et j'ai été très bien reçu. Sa mère avait cuisiné, parce qu'en fait, il m'avait demandé quel plat j'aimerais goûter. Et quand je suis arrivé, ben, le repas était servi. Enfin, j'ai été incroyablement reçu. Je me sentis à l'aise, en fait, comme dans une famille, en fait. Tu fais partie d'une famille qui vit, qui rit, qui mange ensemble. Donc, je trouve ça faisait du bien, en fait, de se retrouver aussi un peu là-dedans. Donc, je suis resté 2 nuits avec eux. Donc, ils m'ont emmené, la fille m'a emmené dans le centre. J'ai rencontré la mère qui arrive un peu plus tard. Et c'était des gens, en fait, très touchants. Je les voyais avec des valeurs simples et qui partagent un moment avec leurs enfants. Et ils m'expliquaient qu'ils ont pas, parce que la maison était vraiment grande. Il y a vraiment beaucoup de chambres, mais qu'ils ont cette maison depuis seulement 4-5 ans et qu'ils ont connu un peu plus de misère et que du coup, d'avoir cette chance d'avoir cette maison maintenant, bah, ils veulent faire profiter les voyageurs qui en ont besoin, en fait. Vraiment une très belle philosophie. Je les ai trouvés très touchants et au point on en rigolait parce que les enfants me disaient, ouais, tu te rends compte que t'es limite mieux traité que nous. Je dis, non, mais dis pas ça, je vais être gêné. Mais c'était un peu pour blaguer et c'est vrai que je voyais des photos du Finlandais partout sur les murs, par exemple, et elle me disait, mais dans tous les cas, il faut que tu prennes une photo avec nous parce que ma mère, elle va vouloir une photo de toi sur sa table de chevet aussi. Donc, je dis, ah ouais, quand même. Donc, ça s'est très bien passé, vraiment bien. Et ça faisait du bien de se retrouver un peu dans un contexte un peu familial, vraiment incroyablement reçu. Et en plus, là, eux, ils ont un restaurant qui est pas à la maison, qui est à 4-5 rues de là. Donc forcément, la maman qui cuisine très bien. Donc j'en ai profité pour remplir l'estomac à fond, de me reposer, de partager juste des moments de discussion avec les frères, les sœurs. Il y a même deux petits-fils qui vivent là. Donc vraiment une grande maison et qui faisait du bien, en tout cas niveau cœur, en tout cas. Ça faisait du bien d'être dans ce contexte et qui en plus était ma dernière étape au Guatemala. Donc je me suis dit, quelle belle façon de terminer le Guatemala en étant dans une famille avec une rencontre encore improbable. Je trouvais ça vraiment génial. Et donc l'étape suivante, alors comme à la base je voulais faire le Salvador, l'Honduras, Nicaragua pour arriver au Costa Rica où je devais rejoindre mon ami 2 semaines plus tard. Mais comme j'étais pris de court, j'avais pas envie de faire le Salvador et le Honduras un peu dans la précipitation. Et en plus, le Honduras, il y a un contexte un peu particulier en ce moment avec une crise un peu politique là-bas, donc je me suis dit, c'est peut-être pas l'idéal. Enfin, on m'a prévenu de ça. Donc, je me suis dit, autant aller directement au Nicaragua et me rapprocher du Costa Rica. Au moins, si j'ai un problème quelconque au Nicaragua pour la frontière ou autre, je sais pas, je serai à côté du Costa Rica, je pourrais rejoindre mon ami plus facilement, ça ira. Donc, j'ai regardé les vols, sauf que les vols pour arriver au Nicaragua sont très chers en partant du Guatemala, mais vraiment très chers. Parce que soit ça passe par une escale au Panama ou au Costa Rica ou au Salvador, mais très très cher. Donc, j'ai eu l'idée de partir en bus. Donc, un bus qui traverserait donc le sud du Guatemala, le Salvador, le sud du Honduras pour arriver au Costa Rica et traverser la moitié du Costa Rica pour arriver à la capitale. Au Costa Rica, au Nicaragua, pardon. Donc, j'ai réservé un bus. Donc, je pense que c'était à peu près $75. Qui est, pour un trajet de, si je dis pas de bêtises, c'était 17-21 heures, quelque chose comme ça. Un beau trajet. Un beau trajet, mais qui était, pour comparer avec le prix, c'était, je pense, $200-300 moins cher en partant en bus qu'en avion. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette option-là. Et je savais que ça allait être là, par contre, pas un van, ça allait être un bus de voyage. Donc, je me suis dit, bon, ça ira, ça ira, tout va bien se passer. Et donc, je pars de la capitale. Donc, les au revoir avec la famille qui m'ont déposé jusqu'à l'arrêt de bus et qui va amener du coup à une nouvelle belle anecdote. À une prochaine aventure dont on pourra parler dans un prochain épisode. Et donc, c'est une vraie aventure, puisque j'ai la chance d'avoir eu l'information. On va rien dire de plus, mais c'est une vraie belle aventure qui t'est encore arrivée.
Moins belle et belle, on va dire. Voilà, c'est ça. On va pas épiloguer parce que sinon on va en dire trop et ce sera pas le teasing sera moins bon. Mais effectivement, Exactement. si vous venez d'écouter cet épisode, restez accrochés et prenez le suivant dès qu'il sera disponible parce que il y a des choses à faire. Écoute Teddy, merci pour ce séjour au Guatemala qui on est passé des volcans, on a parlé de choses extraordinaires. On a effectivement dans l'épisode précédent, on a parlé de ruines, on a parlé de grottes, on a parlé de rencontres aussi à plusieurs reprises et notamment là sur la fin avec la famille et quand tu dis que ça remplit un peu le cœur. On peut tous comprendre que loin de ta famille comme ça et tout, de temps en temps vivre ce genre de moments chaleureux, bah ça te fait du bien comme on aurait tous besoin, donc on comprend encore mieux. Je te dis vraiment merci encore une fois de m'avoir fait voyager là comme ça chez moi dans le nord de la France. Je voyage avec toi, c'est encore une fois je le dis égoïste, mais je prends mon pied à t'écouter nous raconter ces aventures et puis en plus comme t'es un vrai aventurier, il y a des vrais trucs qui se passent, donc merci beaucoup. Mais je t'en prie Fred et merci à tout le monde pour l'écoute. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.